Ma femme a laissé notre fils à l'hôpital pour son escapade, disant que c'était une solution temporaire pour sa crise de la quarantaine. Je m'appelle Joël et j'ai 42 ans. Récemment, ma femme Lisa, avec qui j'ai célébré notre 20e anniversaire en compagnie de nos filles Yasmine, 16 ans, Kazay, 13 ans, et notre fils Jacques, 15 ans, a laissé notre fils à l'hôpital à cause de l'une de ses aventures. Lisa a justifié cela comme une cure unique pour sa crise de la quarantaine. Jusqu'à récemment, j'étais un mari et un père heureux, pleinement satisfait de notre vie ensemble. Lisa et moi nous sommes rencontrés alors qu'elle avait un peu plus de 20 ans. C'était mon seul amour, une femme charmante, blonde, avec des yeux bleus, mesurant 1,68 m et pesant à peine 48 kg. Ensemble, nous avions construit une vie pleine d'amour et avions toujours priorisé nos enfants, créant un foyer chaleureux et uni. Notre famille a surmonté des moments bons et mauvais, des anniversaires, des événements scolaires, des blessures de football de Jacques, les mésaventures sportives de nos filles et la bataille de Lisa contre le cancer il y a 7 ans. Sa guérison a renforcé notre lien. Élever 3 enfants et gérer les finances a été un défi qui nous a amenés à négliger des choses comme le soin de soi, comme aller à la salle de sport. Après 2 décennies, il était normal de prendre un peu de poids, mais nous avons toujours mis nos enfants en premier. Je travaillais dans la gestion de production et Lisa était dans le domaine des achats. Notre vie était routinière, mais nous n'avons jamais permis que cela affecte notre relation ou notre intimité. Nous avons toujours maintenu une connexion physique heureuse et satisfaisante. 4 ans avant ces événements, Maria et Roger ont déménagé dans notre voisinage. C'était un jeune couple, un peu plus de 20 ans, sans enfants, et connu pour leurs fêtes animées le week-end. Maria était instructrice de gym, avec un physique impressionnant, et Roger, son mari de 30 ans, était également en bonne forme. Quand Lisa a eu 38 ans, elle avait déjà pris un peu de poids, mais cela ne m'a jamais dérangé, car moi aussi, j'avais légèrement grossi avec les années. Maria a convaincu Lisa qu'elle pouvait perdre ses kilos de trop, et elle a commencé à l'accompagner à la salle de sport. 2 ans plus tard, alors que Lisa approchait de ses 40 ans, elle avait considérablement perdu du poids et avait retrouvé sa silhouette juvénile. Je l'ai toujours félicitée pour son nouveau look, ce qui semblait avoir éveillé en elle une nouvelle confiance. Avec plus d'énergie, Lisa a commencé à embrasser son moi rajeuni, et j'ai fait tout mon possible pour la garder heureuse avec sa nouvelle apparence. La nouvelle Lisa, inspirée par Maria, a renouvelé sa garde-robe avec des vêtements plus révélateurs et modernes. Au début, je me sentais mal à l'aise de la voir aller travailler s'y apprêter, surtout comparé à ma tenue habituelle. Lors de sa fête d'anniversaire de 40 ans, que j'ai organisée avec un groupe et un traiteur dans un hôtel local, Lisa était impressionnante dans une robe élégante et des talons hauts. J'ai remarqué que d'autres hommes l'admiraient et elle semblait apprécier l'attention, affichant une confiance nouvellement trouvée. Elle a publiquement remercié Maria pour l'avoir aidée à retrouver sa jeunesse et à améliorer notre mariage. Bien que j'étais fier de son apparence, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise de la voir flirter et danser avec des hommes plus jeunes de son bureau. Lisa n'avait jamais fait cela auparavant, mais ce soir-là, elle semblait l'apprécier, ce qui m'a dérangé. Cependant, j'ai décidé de la laisser profiter de sa célébration et de parler de mes sentiments plus tard. Cette même nuit, lorsque j'ai mentionné comment je me sentais, elle s'est excusée et m'a assuré qu'elle ne voulait pas me rendre jaloux ou mal à l'aise. Elle a promis que cela ne se reproduirait plus, disant qu'elle s'était laissée emporter par l'excitation et les boissons de cette nuit-là. Ensuite, elle a essayé de compenser avec une nuit passionnée, quelque chose de rare à l'époque, montrant sa gratitude à sa manière. Les choses semblaient revenir à la normale, sauf que Lisa a commencé à rentrer tard certains soirs à cause de ses séances de gym. Je veillais toujours à être là pour les enfants et à préparer le dîner quand elle rentrait tard. Jacques, notre fils, avait un club après l'école le jeudi et avait besoin qu'on le ramène à la maison. Lisa a accepté de le récupérer ces jours-là, car l'école était loin et nécessitait de traverser des routes fréquentées. Cependant, Jacques se plaignait et préférait rentrer seul à pied, car à 15 ans, il ne voulait pas que ses parents viennent le chercher. Je lui ai expliqué que certaines des routes qu'il devait traverser étaient dangereuses et qu'il n'y avait pas d'exception, il devait revenir avec nous. Bien qu'il ait accepté à contre-cœur, il est devenu habituel que sa maman le récupère les jeudis, car j'avais des réunions de travail. Un jeudi, Lisa a été distraite par son travail et a oublié de récupérer Jacques. Après avoir attendu 40 minutes, il a décidé de marcher jusqu'à la maison.
Cet incident a été l'une des rares fois où quelqu'un dans la famille m'a vu vraiment en colère. Lisa s'est sentie coupable et contrariée en voyant ma réaction. Je lui ai fait clairement comprendre comment je me sentais par rapport à la situation, et elle a juré que cela ne se reproduirait plus. Après m'être calmé, j'ai accepté que c'était une erreur et tout est revenu à la normale à la maison. Lisa a essayé de compenser au lit cette nuit-là et la vie a continué. Cependant, 2 mois plus tard, j'ai remarqué un changement, notre intimité a diminué de 4 ou 5 nuits par semaine à seulement 1 ou 2 fois, et la qualité de notre vie intime a également diminué. Lisa est devenue de plus en plus préoccupée par son apparence, passant du temps sur des soins du visage, des coiffures et des manucures. Elle semblait déterminée à inverser le processus de vieillissement à l'approche de ses 40 ans. Notre placard était rempli de vêtements et de chaussures neuves, et quand j'ai exprimé mes inquiétudes concernant ses dépenses, elle s'est mise en colère. Elle m'a expliqué, en colère, que tout cela était pour moi, que je bénéficiais de son apparence juvénile. Je voulais lui dire que, malgré ses efforts, j'étais insatisfait et que notre vie intime était devenue insatisfaisante. Je me sentais nostalgique de la Lisa d'avant, mais je lui ai assuré que je l'aimais autant que sa nouvelle version. Avec le temps, les choses ne se sont pas améliorées, Lisa continuait à sortir tard de la gym et passait plus de temps avec Maria, notre voisine. J'ai donc décidé de planifier une escapade pendant le week-end pour nous reconnecter et restaurer notre relation. J'aimais Lisa, mais j'avais besoin de me réaffirmer et de retrouver la normalité. J'ai fait des réservations pour un dîner romantique le vendredi soir et j'ai organisé que ses parents s'occupent des enfants le lendemain pendant qu'elle se préparait pour aller au travail avec une nouvelle robe et des accessoires extravagants. Je me suis rendu compte que notre relation avait urgemment besoin d'un changement lorsque j'ai demandé à Lisa à propos de sa tenue. Elle m'a expliqué que des hauts dirigeants étaient en visite et qu'elle voulait laisser une impression durable. Au lieu de commencer une dispute, je suis resté silencieux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si je reverrais la Lisa d'avant. Je l'aimais, mais j'avais du mal à faire face à cette nouvelle version d'elle. Peut-être que mes insécurités influençaient ma perception, car je n'avais pas encore perdu le poids supplémentaire que j'avais pris, et lorsque nous étions ensemble, nous ne semblions plus un couple. J'avais maintenant une femme trophée, mais sans l'amour et l'intimité que nous avions partagés auparavant. J'avais l'espoir que notre week-end d'évasion nous aiderait à raviver notre connexion. Malheureusement, les événements de cette semaine ont mis nos plans sur pause. Jeudi après-midi, vers 16 h, j'ai reçu un appel de l'hôpital alors que j'étais en pleine présentation lors de notre réunion du personnel. On m'a informé que Jacques était aux urgences et avait besoin d'une chirurgie immédiate. Ils ont insisté sur l'urgence et la nécessité que j'arrive au plus vite. J'ai quitté la réunion en courant, je me suis dirigé rapidement vers ma voiture et j'ai conduit aussi vite que possible à l'hôpital, qui était à environ 15 minutes. J'ai essayé d'appeler Lisa plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. J'ai également contacté ses parents pour qu'ils s'occupent de nos filles et se joignent à nous à l'hôpital pour accompagner leur frère. J'ai laissé plusieurs messages vocaux et textos sur le téléphone de Lisa, de plus en plus inquiet concernant son emplacement, car normalement, elle répondait toujours. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai rejoint les médecins, qui m'ont fait remplir quelques formalités et j'ai fourni les informations de mon assurance. Puis j'ai eu une brève visite avec Jacques, qui était blessé avec une jambe cassée, des coupures et des contusions. Le voir dans cet état était déchirant et les larmes ont rempli mes yeux pendant qu'il l'emmenait au bloc opératoire. Je me sentais seul et accablé par l'inquiétude pour Lisa. On m'a dirigé vers la salle d'attente de la chirurgie, où j'ai rejoint mes filles et les parents de Lisa, Eduardo et Maria. Tous me regardaient, cherchant des réponses, alors j'ai partagé les quelques informations que j'avais, y compris le fait que Lisa était absente. Nous avons conclu que Lisa n'avait pas récupéré Jacques à l'école et qu'il avait décidé de rentrer à pied. J'ai exprimé ma profonde inquiétude concernant l'absence de Lisa, ses appels sans réponse et son échec à récupérer Jacques. Nous étions tous en cercle dans la salle d'attente privée, essayant de comprendre la situation. J'ai suggéré que nous appelions à nouveau son bureau pour voir si quelqu'un savait quelque chose. J'ai composé le numéro de son bureau et j'ai expliqué à la personne au bout du fil l'accident et l'hospitalisation de notre fils, soulignant l'urgence de retrouver Lisa. On m'a informé qu'on ne l'avait pas vue depuis son heure de déjeuner. J'ai partagé cette information avec les autres et j'ai demandé si quelqu'un savait avec qui Lisa avait déjeuné. On m'a dit qu'elle était sortie à 13 h avec Monsieur Dany, un représentant commercial de l'un de ses fournisseurs. J'ai demandé les coordonnées de Monsieur Dany pour essayer de le joindre et en savoir plus sur l'endroit où se trouvait Lisa.
Après une brève attente, on m'a donné le numéro commercial de Monsieur Dany. Je les ai remerciés avant de raccrocher et j'ai appelé immédiatement, mais il n'y avait pas de réponse, l'appel est tombé directement sur le répondeur. Une sensation d'angoisse m'a envahi, intensifiant le stress lié à la chirurgie imminente de notre fils. Ma femme semblait avoir disparu, et apparemment, elle était avec un vendeur. Les larmes ont commencé à couler le long de mon visage à cause de la tension écrasante. La mère de Lisa, Maria, m'a donné une étreinte réconfortante et m'a encouragé à rester fort. La colère a commencé à grandir en moi quand tout à coup, j'ai entendu Yasmine crier « J'ai trouvé maman et papa ». Je me suis tourné vers Yasmine qui tenait son téléphone avec anxiété. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a expliqué que sa mère avait installé une application de suivi sur leur téléphone pour les surveiller, et que cela fonctionnait aussi pour celui de Lisa. Elle a pointé un point rouge clignotant sur son écran, indiquant où se trouvait Lisa. Je lui ai demandé où elle était et elle a zoomé sur la carte, révélant qu'elle se trouvait dans un hôtel au centre-ville. La surprise était évidente sur les visages de tous en entendant cela. J'ai rapidement élaboré un plan pour la contacter, même si je savais que cela pourrait signifier la fin de notre mariage. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé l'hôtel, demandant à être mis en relation avec la chambre de Monsieur Dany. On m'a mis en attente, et après un moment, j'ai entendu le son de la ligne. Un homme a répondu, avec une frustration évidente dans la voix, après 8 sonneries. « Est-ce Monsieur Dany ?» ai-je demandé. Il a confirmé que c'était bien lui, et je lui ai demandé de parler à Lisa. Il y a eu une brève pause avant qu'il ne réponde, affirmant qu'elle n'était pas là, d'un ton ferme et contrôlé. Je lui ai dit « Dany, écoute attentivement, je suis son mari et notre fils est dans un état critique à l'hôpital. Je sais qu'elle est avec toi et j'ai besoin de lui parler urgemment. » Mais là au téléphone, j'ai élevé la voix avec colère et je l'ai averti. « Si mon fils ne survit pas avant que je lui parle, je te trouverai et je m'occuperai personnellement de toi. Tu comprends ? Maintenant, mais là au téléphone, j'ai entendu des mouvements de l'autre côté, et enfin, la voix nerveuse de Lisa a répondu par un bonjour. Maintenant, en gardant un ton ferme et contrôlé, je lui ai informé que Jacques avait été renversé par une voiture en rentrant de l'école et qu'il était dans un état critique. Je lui ai ordonné de venir à la salle d'attente de chirurgie à l'hôpital dès que possible. Son cri a résonné à travers le téléphone, et l'appel a été abruptement coupé. À ce moment-là, j'étais tellement concentré que j'ai oublié que mes 2 filles et les parents de Lisa écoutaient la conversation. Maintenant, tous me regardaient avec un mélange de choc et d'horreur. Les émotions de la journée, ainsi que le fait d'entendre ma femme parler avec son amant, m'ont submergé et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Pour la première fois, j'ai pleuré devant ma famille. La douleur de l'accident de Jacques et la perte apparente de ma femme étaient trop lourdes à supporter et je me suis effondré à genoux, en sanglotant. Mes enfants m'ont étreint fort, partageant mes larmes. Nos voisins, Maria et Roger, étaient également là, témoins de cette scène déchirante. Finalement, j'ai retrouvé mon calme, j'ai embrassé mes filles, j'ai essuyé mes larmes et je me suis adressé à tous, m'excusant pour ce qu'ils venaient d'entendre. Je leur ai expliqué que j'avais perdu le contrôle lorsque j'ai répondu au téléphone et j'ai partagé que, apparemment, Lisa avait passé au moins une partie de l'après-midi au lit avec un collègue, oubliant de récupérer Jacques. Je leur ai assuré que, maintenant qu'elle savait ce qu'il en était pour Jacques, elle serait probablement à l'hôpital bientôt. J'ai demandé qu'on me tienne éloigné d'elle, car je n'étais pas sûr de ma réaction dans mon état actuel. Je pouvais voir la colère dans les yeux de sa mère, Maria. C'était une femme forte qui n'avait pas élevé sa fille pour agir de cette manière. Maria avait exprimé son désaccord face au récent changement de Lisa, mais elle n'avait jamais imaginé que sa fille agirait ainsi. Yasmine, encore en larmes, m'a demandé « Papa, maman te trompe-t-elle » Je lui ai répondu « On dirait que oui, mais il vaut mieux que tu lui parles quand elle arrivera. Pour l'instant, concentrons-nous sur les prières pour ton frère, il a besoin de nos prières en ce moment. Nous parlerons avec maman plus tard. » Une vingtaine de minutes plus tard, Lisa est arrivée dans la salle d'attente de la chirurgie et a été immédiatement confrontée par sa mère. Maria s'est approchée et lui a donné une gifle si forte qu'elle aurait pu mettre à terre un homme adulte. La tête de Lisa a tourné avec le cou et Maria, en larmes, lui a dit « Nous t'avons élevé mieux que ça. Tout est de ta faute. J'espère que tu es satisfaite. » Le père de Lisa est intervenu, retenant Maria, et a regardé sa fille avec tristesse. « Lisa, ça suffit.
Nous savons tout ce que tu as fait aujourd'hui. C'est une honte que tu te préoccupes plus de ton amant que de ton propre fils, qui se bat maintenant pour sa vie parce que tu étais avec un autre homme. » À ce moment-là, notre fille Yasmine a crié, furieuse. « Je te déteste, tu as trompé papa et maintenant Jacques pourrait mourir. Je te déteste. » L'atmosphère était chaotique et pleine d'émotions. Lisa m'a regardé, mais en voyant mon expression, elle s'est détournée et s'est assise seule sur une chaise, loin de nous tous. Nous avons passé les 30 minutes suivantes à attendre anxieusement des nouvelles de Jacques jusqu'à ce qu'un médecin arrive pour parler à la famille. Il nous a expliqué les blessures que Jacques avait subies, y compris des os cassés et un poumon perforé qui avait déjà été traité. Il a également mentionné qu'il aurait besoin d'une transfusion sanguine et nous a demandé si nous pouvions donner. Tout le monde a accepté sans hésitation. Alors que nous attendions pour donner notre sang, je ne pouvais m'empêcher d'observer Lisa. Elle avait l'air désordonnée, comme si elle était sortie en courant de l'hôtel pour arriver à l'hôpital. Je ne pouvais m'empêcher de commenter. « Lisa, tu as l'air négligée. Tu n'as pas de collant, ton maquillage est coulé, et tu n'as même pas peigné tes cheveux. Tu sens le sexe, et il semble que tu sois ici assise avec ta famille en portant l'arôme de ton amant. C'est le comble du manque de respect. » Mon commentaire a fait que Lisa a enfin levé la tête et a parlé pour la première fois depuis son arrivée. « Ce n'est pas mon petit ami, a-t-elle dit. Ne dis pas qu'il n'y a personne d'autre, je n'aime que toi, a-t-elle répondu. Je lui ai répondu, Lisa, si ce n'est pas ton petit ami, pourquoi couches-tu avec des hommes au hasard? Es-tu promiscu? S'il te plaît, montre-moi un peu de respect. Je sais que tu m'as refusé l'intimité au cours des 2 derniers mois. Même hier soir, tu as dit que tu avais mal à la tête et tu m'as encore rejeté. Pourquoi, Lisa? Voudrais-tu être avec un autre homme à la place? Voudrais-tu être rajeunie et prête pour ton petit ami aujourd'hui? Je lui ai dit, ce n'est pas le moment ni le lieu pour discuter de ça. Va juste à la maison, rafraîchis-toi et reviens présentable. Nos enfants et tes parents n'ont pas besoin de te voir ainsi. Je ne veux pas parler de ta trahison ou de notre divorce jusqu'après que Jacques aille mieux. Lisa a répondu rapidement. Divorce? Non, Joël, tu ne peux pas divorcer de moi. Je t'aime, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je lui ai dit, Lisa, nous parlerons de notre avenir, mais pas maintenant. Je ne peux pas dépenser mon énergie sur toi en ce moment. Mon attention est sur Jacques, pas sur ce que tu as fait à notre famille. Va juste à la maison et nettoie-toi. Si tu ne peux pas conduire, je ferai en sorte que ton père ou quelqu'un d'autre t'emmène, mais tu dois partir maintenant. Jacques ne sortira pas de chirurgie avant un moment, et tu devrais être ici quand il se réveillera. Elle s'est levée, encore avec des larmes coulant, s'est excusée et est partie. Environ 2 heures plus tard, Lisa est revenue sans maquillage, avec les cheveux en queue de cheval et portant un jean et un pull. Elle avait cessé de pleurer, mais semblait encore émotionnellement épuisée. Elle s'est assise à côté de ses parents, tandis que nos filles restaient à mes côtés. J'ai parlé à mes filles, en soulignant l'importance de ne pas garder de rancune contre leur mère et la nécessité de nous concentrer sur Jacques. Je leur ai expliqué que nous pourrions parler de cette situation plus tard, mais que pour l'instant, nous devions rester unis en tant que famille. Au cours des 2 jours suivants, nous avons pris des tours pour veiller sur Jacques, qui restait dans un coma induit médicalement. Finalement, au 3e jour, nous avons reçu des nouvelles positives des médecins. Jacques allait bien. Il devrait rester à l'hôpital un certain temps, mais devrait pouvoir rentrer chez nous dans environ 1 semaine. Nous avons tous pleuré de soulagement et nous nous sommes étreints en entendant la bonne nouvelle. Lisa a essayé de s'approcher de moi, mais je me suis tenu à distance et les regardais. Je l'ai doucement écarté tout en réconfortant mes filles. Lisa était perdue, ne sachant pas comment se réintégrer dans la famille ou sauver son mariage. Alors que nous prenions des tours pour rester à l'hôpital, il n'y avait pas d'arrangement pour que Lisa et moi dormions ensemble. Cependant, le 3e jour, j'ai décidé de lui communiquer mes intentions concernant notre situation de vie une fois que Jacques serait de retour à la maison. Je lui ai dit que, maintenant que Jacques était en voie de guérison, je retournerais dormir à la maison, mais que je ne voulais pas qu'elle soit dans mon lit. Étant donné son implication avec d'autres, j'ai trouvé juste de transférer ses affaires dans la chambre d'invité. Elle a pleuré et a professé son amour pour moi, suppliant de ne pas l'expulser. Je lui ai dit qu'attendre que Jacques se rétablisse complètement, il n'y aurait rien entre nous. Elle était toujours la mère de nos enfants et nous aurions besoin de son aide pour le rétablissement de Jacques, mais en ce qui me concerne, nous n'étions plus un couple.
Bien que nous soyons légalement mariés pour l'instant, je ne la voyais plus comme ma femme. Lisa a encore pleuré, mais a compris et s'est déplacée dans la chambre d'invités. J'ai parlé de ce changement avec nos filles, qui ont compris la situation. Nous avons tous convenu de ne pas informer Jacques de ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit bien rétabli. J'ai transformé notre salon en un espace de récupération pour Jacques, loué un lit d'hôpital et un fauteuil roulant, engagé une infirmière de jour et me suis préparé pour son retour à la maison. Avec Jacques incapable de se déplacer librement dans le salon, il ne se rendrait pas compte de nos arrangements de sommeil, gardant notre secret pendant sa convalescence, qui restait notre priorité principale. Concernant le véhicule qui a renversé Jacques, il s'est avéré que c'était un conducteur d'une entreprise de peinture. Au cours de l'enquête, la police a découvert que le conducteur avait vapoté, envoyé des textos sur son téléphone et était sous influence au moment de l'accident. L'incident a entraîné notre poursuite, qui a remporté une attention considérable, car nos avocats ont reconnu que nous avions un cas solide et ont cherché une compensation substantielle après que le jury ait entendu toute l'histoire. La société s'est rendue compte qu'elle faisait face à de graves problèmes et nous a proposé un règlement conséquent au lieu de risquer un paiement encore plus élevé en dommages-intérêts par le jury. Bien que cela n'allège pas beaucoup notre colère et notre peine, cela nous a fourni les moyens de financer les meilleurs traitements médicaux et la physiothérapie pour Jacques. De plus, cela a assuré son avenir, couvrant les frais de scolarité de nos enfants et me permettant de prendre un congé de mon travail pour être avec Jacques pendant les 18 mois que durerait sa récupération complète. Ma femme et nos filles ont également joué un rôle important dans la convalescence de Jacques. Lorsqu'il a été libéré de l'hôpital, nous l'avons ramené à la maison et l'avons installé dans une nouvelle chambre avec un lit d'hôpital, une télévision, une télécommande et ses jeux vidéo pour qu'il se sente le plus à l'aise possible pendant sa réhabilitation. Durant cette période, nous avons bénéficié de l'aide de plusieurs infirmières de jour, ce qui s'est avéré être une véritable bénédiction. Maria et Roger sont également venus tous les jours pour aider, et avec nos filles, nous nous sommes tous adaptés à cette nouvelle normalité. Roger et moi passions beaucoup de temps à discuter de mes plans tandis que ses parents suggéraient une thérapie pour maintenir la famille unie. Je lui ai exprimé que je n'étais pas prêt pour cela et que je voulais continuer à me concentrer sur l'aide à Jacques en ce moment difficile. Lisa et moi ne communiquions que lorsque nous étions ensemble avec Jacques. Lui, étant le plus sensible de la famille, a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas après avoir entendu les filles parler des erreurs de leur mère. Un jour, étant seul avec moi, il m'a demandé ce qui se passait et si je pourrais lui pardonner. Il m'a rappelé que sa mère m'aimait et qu'il pouvait voir qu'elle souffrait. Je me suis essuyé une larme et lui ai dit que les problèmes de ses parents n'étaient pas son souci et qu'il devait se concentrer sur son rétablissement. Ce moment m'a fait réaliser que je devais faire face à la situation. J'ai informé Lisa que nous sortirions dîner vendredi soir pour avoir une conversation. Maria et Roger se sont occupés des enfants cette nuit-là. Nous sommes allés à notre restaurant italien préféré, et après quelques verres, j'ai décidé qu'il était temps de parler. Quand le serveur nous a laissé un moment avant de commander, j'ai profité de l'occasion pour parler directement à Lisa de notre avenir ensemble. Je lui ai dit, « Lisa, je comprends que cela a été difficile pour toi et il n'est pas juste que tu sois dans la chambre d'invités depuis l'accident. Je n'ai pas eu l'occasion de penser à notre avenir, mais ces derniers jours, j'ai pris une décision. Je chercherai un appartement près de la maison et tu pourras déménager à nouveau dans la chambre principale une fois que Jacques se sera rétabli. Je commencerai le processus de divorce. Je voulais attendre que Jacques aille mieux avant de lui dire la raison complète de notre séparation. » Une larme est tombée de son œil, et je me suis senti comme un enfant qui venait de perdre son meilleur ami tout en retenant mes propres larmes face à toutes ces années d'amour. Je ressentais que ma relation avec elle avait été assombrie par un acte égoïste, et maintenant, nous deux payons pour ses actions. Elle m'a demandé s'il y avait une chance de lui pardonner et de la laisser revenir dans ma vie. Je lui ai répondu, « Lisa, je t'aime et probablement je le ferai toujours. Mis à part l'accident de Jacques, te perdre a été la chose la plus difficile à laquelle j'ai dû faire face. Mais je ne vois tout simplement pas comment nous pourrions revenir en arrière. Ton choix de privilégier ton petit ami par rapport à notre famille et de trahir mon amour est quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir surmonter. Jacques a failli perdre la vie parce que tu as choisi d'être avec Dany. Réfléchis à ma perspective. Elle m'a demandé de ne pas mentionner son nom et a admis qu'elle se détestait depuis ce jour, reconnaissant qu'elle avait commis une grave erreur et qu'elle ne méritait rien de moi ni de nos filles. Elle m'a demandé si elle pouvait faire quelque chose pour réparer le tort.
Je lui ai répondu que je n'étais pas sûr, car, jusqu'à où je savais, elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour résoudre la situation, ce qui indiquait un manque de préoccupation de sa part. J'ai ajouté que, une fois le divorce prononcé, elle pourrait continuer sa relation avec son petit ami ou quelqu'un d'autre, avec son apparence et son charme renouvelés, pourrait probablement attirer n'importe quel homme qu'elle désirerait. Lisa a reconnu cela, mais a souligné que depuis l'accident, elle avait essayé de soutenir Jacques et qu'elle avait tenté de ne pas penser à ce qu'elle m'avait fait. Elle m'a supplié d'envisager de lui donner une autre chance. Je lui ai répondu, « Fais ce que tu veux, Lisa. Je ne fais aucune promesse. J'attendrai quelques semaines avant de commencer à chercher un appartement. Je dois admettre qu'en réfléchissant au mois précédant l'accident, la manière dont tu m'as traité, le manque d'intimité et ton égocentrisme, je ne peux pas m'empêcher de ressentir que tu ne t'es vraiment pas soucié de moi à tes côtés. Je t'ai aimé pendant la maladie et je t'ai idolâtré, mais tu as rejeté tout cet amour comme s'il s'agissait de déchets. Tu as permis à un autre homme de te profiter, et qui sait ce qui s'est passé entre vous deux. Je ne suis pas sûr de comment je peux aller de l'avant après ça. Lisa, dis-moi combien de temps tu as été impliquée avec Danny avant ce jour. Elle a avoué qu'elle n'avait jamais été avec lui avant cet incident et que cela n'avait eu lieu qu'une fois, insistant sur le fait qu'il n'y avait personne d'autre. Je lui ai précisé que sa réponse ne répondait pas à ma question sur la durée de leur relation avec Danny. Il était évident qu'ils avaient fait des plans avant ce jour-là, je spéculais qu'ils avaient pu avoir des déjeuners après les heures de travail, échanger des textos spéciaux ou même des courriels. Je lui ai demandé si je découvrirais des preuves d'une relation en vérifiant ses textos ou ses courriels. Je lui ai expliqué qu'une aventure implique plus qu'une simple intimité physique, elle inclut l'engagement émotionnel et l'attention donnée à une autre personne. Je l'ai pressée d'être honnête. Finalement, elle a admis que cela avait commencé environ 3 mois avant l'accident, juste avant son 40e anniversaire. Elle a mentionné qu'elle se sentait vieille, mais quand Danny a appris qu'elle fêtait ses 40 ans, il a commencé à la féliciter et à la faire se sentir jeune et désirable. Elle savait qu'elle avait tort, mais elle ne pouvait pas nier qu'elle appréciait l'attention d'un homme plus jeune. Lisa a mentionné qu'elle a commencé à se sentir à nouveau attrayante et que ses constantes flirtations y ont contribué. Elle a admis qu'après 20 ans avec moi, elle se sentait soudain comme une collégienne. Danny l'a insatiablement invitée à dîner, et son flirt constant l'a fait se sentir encore plus désirable. Le jour de l'incident, il l'a invitée à déjeuner, mais l'a surprise en l'emmenant directement à sa chambre d'hôtel, suggérant qu'il commande en chambre. Il ne lui a pas fallu longtemps pour la séduire, et elle a regretté ses actions chaque moment depuis lors, soulignant qu'il s'agissait d'une erreur ponctuelle et promettant qu'elle ne répéterait jamais telle conduite. En réponse, je lui ai rappelé son plaisir à danser et flirter avec des garçons plus jeunes lors de sa fête d'anniversaire. J'ai mentionné notre conversation précédente à ce sujet et ai reconnu qu'une fois qu'elle avait commencé à aller à la salle de sport avec Maria, elle avait changé. Je lui ai exprimé mon insatisfaction concernant la nouvelle version de Lisa et en ce qu'elle était devenue. J'ai compris son désir de se sentir jeune, de trouver de l'excitation dans sa vie ou de chercher plus que ce que je pouvais offrir, mais j'aurais souhaité qu'elle m'ait communiqué ses sentiments au lieu de chercher quelque chose en dehors de notre mariage. Je ne voulais pas vivre avec une partenaire qui me fasse sentir comme si je devais rivaliser avec des hommes plus jeunes ou qui seraient impliqués dans des activités secrètes. Ma confiance en moi, dans notre mariage et dans notre vie commune s'était érodée. Je lui ai transmis mon incertitude sur la possibilité de réparer notre relation. Après notre conversation, nous avons mangé en silence, tous deux traitant ce qui avait été dit, et sommes rentrés chez nous. Roger semblait plein d'espoir, mais j'ai secoué la tête et les remercié de prendre soin des enfants. Lorsque je suis entré dans la maison, Maria a remarqué les larmes de Lisa et a réalisé que rien n'avait changé, au moins nous avions fait un effort. Un mois après, Lisa m'a surpris en faisant des réservations pour le dîner et en prenant l'initiative de la conversation. Elle a reconnu que j'avais raison sur tout, admettant que pendant les 2 dernières années, elle avait été absente et ne s'était concentrée que sur elle-même tout en essayant d'améliorer sa forme physique. Elle a reconnu que ce qu'elle avait fait était impardonnable et irréversible. Elle m'a informé qu'elle fréquentait une thérapie pour gérer sa culpabilité face à ses actions. Elle a décrit comment chaque nuit, elle pleurait pendant des heures en pensant à la proximité à laquelle elle avait été de perdre notre fils et à avoir blessé l'homme qu'elle aimait. Son thérapeute l'a aidée à comprendre la douleur que ses décisions égoïstes avaient causée et comment elle m'avait blessé de la manière la plus dévastatrice qui soit. Elle lui a également donné quelques idées sur ses choix erronés,
suggérant que ces actions auraient pu être un cri d'aide ou une crise de la quarantaine. Cependant, je n'étais pas d'accord avec son analyse et j'ai pris toute la responsabilité pour mes propres erreurs. J'ai reconnu que j'avais fait une erreur en prenant de mauvaises décisions et en me convainquant que je méritais de profiter d'une nouvelle jeunesse après tant d'efforts pour améliorer mon apparence. Mon intention initiale était juste de me mettre en forme, mais à mesure que je perdais du poids, je commençais à recevoir beaucoup d'attention de la part des hommes. Cette nouvelle attention m'a fait sentir jeune, belle et désirable, surtout à l'approche de mes 40 ans. Au cours de notre conversation, il était évident qu'elle luttait pour se maintenir en mesure tout en m'écoutant en silence. Elle a admis que ce qui était déconcertant, c'est qu'elle avait aimé notre vie, nos enfants et notre mariage, et qu'elle n'avait jamais envisagé de me blesser ou d'être infidèle. Cependant, c'est précisément ce qui s'est produit. Tout a commencé innocemment par des flirts, dont certains que tu as été témoin lors de ma fête d'anniversaire, bien que j'ai minimisé tes préoccupations. Puis sont venus des déjeuners et d'autres flirts, jusqu'à ce que finalement elle commette une terrible erreur lors d'une après-midi sans conséquence. Je me méprise pour ce que j'ai fait et maintenant je me rends compte que cela ne reflète pas vraiment qui je suis. Je veux que tu comprennes combien je regrette la douleur que je t'ai causée et les dommages que j'ai infligés à notre fils. Je porte un immense fardeau de culpabilité et de souffrance chaque jour. Mes actions étaient entièrement égoïstes, motivées par mes propres désirs, sans prendre en compte les conséquences sur notre amour et notre mariage. Je ne cherche pas d'excuses et je n'espère pas ton pardon, car j'ai violé nos vœux et trahi ta confiance. J'accepterai toute décision que tu prendras, même si cela me déprimerait profondément. Je veux que tu sois heureuse et que tu trouves quelqu'un en qui tu puisses avoir confiance. En attendant, je m'engage à redoubler d'efforts pour te récupérer, Joël. Lors de notre dernier dîner, tu m'as fait remarquer que je n'avais pas pris de mesures pour sauver notre mariage, et je t'ai avoué que j'étais tellement préoccupé par la santé de notre fils que je ne savais pas comment nous sauver. Depuis ce moment-là, j'ai travaillé pour montrer mon repentir et pour essayer de te ramener. Elle a gardé son calme et a parlé sérieusement de son plan. Elle a révélé qu'elle avait remis sa démission et qu'elle avait l'intention de devenir mère au foyer à plein temps, éliminant le besoin d'infirmière pendant la journée. Elle a également informé son patron, M. Kahn, de sa liaison avec le fournisseur, et il lui a annoncé qu'il romprait leur relation commerciale à moins qu'il ne se débarrasse de Danny. Il s'est avéré que notre entreprise était leur plus gros client et qu'une grande partie de leurs revenus dépendait de notre affaire. Avant de partir ce soir-là, j'ai découvert que nous n'étions pas les premiers à nous plaindre. Danny a été licencié après cela et j'ai rendu visite à sa femme, Patricia, pour m'excuser pour nos actions. En lui racontant toute l'histoire et mes efforts pour arranger les choses avec toi, j'ai éclaté en larmes. Patricia a répondu avec une gentillesse inattendue, comprenant ma culpabilité et mes regrets. Elle a essayé de me consoler et a mentionné que, bien qu'il ne s'agisse pas de la première fois que cela se produisait, ce serait la dernière. Après avoir quitté Patricia, j'ai appelé Maria pour lui faire savoir que je cancelais mon adhésion au gymnase et prévoyais de continuer la thérapie. Je me suis rendu compte que je suis une femme mature avec une famille qui dépend de moi. Je suis déterminée à être la meilleure mère et épouse possible. J'ai décidé de donner tous mes nouveaux vêtements, ne gardant que quelques vêtements appropriés pour mon âge. De plus, j'ai cherché des tests de polygraphe et découvert qu'il y avait environ 20 questions courantes posées dans ces cas. J'ai pris rendez-vous dans un centre spécialisé et leur ai demandé d'inclure toutes les questions que j'avais préparées, bien qu'ils considèrent certaines d'entre elles comme peu orthodoxes. J'ai reçu les résultats du test et je fais confiance à leur véracité. Je suis prête à me soumettre à des tests réguliers pour prouver combien je t'aime et que tu peux à nouveau avoir confiance en moi. J'ai également consulté un avocat pour rédiger un accord prénuptial comme preuve de ma volonté de regagner ta confiance. Cet accord stipule que si je venais à répéter la même erreur, je renoncerais volontairement à la garde de nos enfants et quitterais notre maison sans demander de soutien ni de pension alimentaire. Je reconnais que c'est une pratique courante pour ceux qui ont trompé, et je suis prête à accepter les conséquences. Tu trouveras l'accord prénuptial avec le résultat du test de polygraphe dans l'enveloppe. Ces actions et ces révélations m'ont surpris. Ma femme a reconnu l'impact sur notre famille et notre mariage. Je lui ai demandé, « Lisa, pourquoi es-tu si déterminée à sauver ce mariage ?» Je lui ai mentionné que, étant donné qu'elle avait clairement perdu le respect pour moi, et qu'en termes d'apparence et de physique, tu peux avoir n'importe quel homme que tu veux, il devrait lui-même être honnête sur ce qu'elle souhaite vraiment. Elle a répondu qu'elle voulait que nous soyons à nouveau ensemble parce qu'elle m'aime.
Elle s'est rappelé comment j'étais là pour elle quand elle était malade et comment je l'ai prise en charge jusqu'à sa guérison. Son amour a toujours été inébranlable, et maintenant elle se rend compte de combien il est précieux. Elle a assuré qu'elle ne désire personne d'autre et qu'elle ne peut pas imaginer être avec une autre personne. Elle ressent que j'ai toujours satisfait ses besoins et qu'elle a pris tout cela pour acquis. Mais cela ne se reproduira plus. Alors qu'elle pleurait à chaudes larmes dans le restaurant, nous avons commencé à attirer l'attention d'autres clients. Je me suis approché, les entouré de mes bras et les serré fort pendant qu'elle pleurait sur mon épaule. Mon cœur faisait mal de voir sa douleur et je n'étais pas sûr de combien de temps je pourrais encore supporter cela. Une fois qu'elle s'est calmée, elle m'a tendu une enveloppe et m'a demandé de lire le contenu plus tard, lorsque je serai seul au lit. Ma curiosité a été éveillée et je me suis demandé quelle révélation m'attendait. Une fois rentré chez moi, juste avant d'entrer dans l'allée, elle m'a regardé avec les yeux les plus tristes que j'avais jamais vus et m'a dit « S'il te plaît, ne nous laisse pas, Joël. Ne déménage pas de notre maison, je suis prête à rester dans la chambre d'invité si tu ne veux pas que je sois dans ton lit. Je comprends pourquoi tu ne voudrais pas me voir ici et je serai ici autant de temps que tu le désires. Je veux juste être avec toi et rassembler notre famille. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je comprends que peut-être jamais tu ne pourras me pardonner, mais je te demande une dernière chance de regagner ton amour. » Arrivé dans ma chambre, j'ai pris une douche, je me suis brossé les dents, je me suis couché et j'ai observé l'enveloppe de papier Manila, réfléchissant à son contenu. Cela pourrait-il changer quelque chose? Voulait-elle vraiment que je lui revienne après tout ce qui s'est passé? Oserais-je même l'ouvrir? Ces questions tournaient sans cesse dans mon esprit. Lorsque j'ai finalement ouvert l'enveloppe, j'ai été surpris par la quantité de détails qu'elle contenait. Il y avait un rapport du polygraphe, avec toutes les questions, réponses, données et un résumé. Elle avait clairement fait un effort pour aborder chaque doute qui me tourmentait. Sans savoir si j'étais réellement prêt, je me confrontais à la vérité. Les questions semblaient désorganisées, peut-être intentionnellement, pour éviter qu'elle puisse s'anticiper. En lisant les réponses, je me suis rendu compte que Lisa avait formulé bon nombre des questions, car elle ne suivait pas le format typique d'un test polygraphique. Cette nuit-là, j'ai bien dormi, encore incertain de mon avenir, mais soulagé d'avoir affronté certaines des questions les plus pressantes. Le lendemain matin, j'ai demandé à Lisa de venir à une réunion familiale. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait l'air épuisée, avec des cernes reflétant le stress et des larmes contenues. L'ambiance familiale était froide et sa vie était devenue un véritable cauchemar. Curieusement, la seule personne qui avait continué à lui parler et qui lui avait pardonné était Jacques, notre fils, qui traversait le moment le plus difficile. Cette réunion familiale a été la première depuis l'incident et Lisa, bien que nerveuse, s'est assise seule sur le canapé. Je me suis approché, me suis assis à ses côtés et j'ai pris sa main, sachant que la conversation qui suivrait serait compliquée. J'ai commencé à parler au nom de tous. « Lisa, ce que tu as fait a profondément blessé cette famille et m'a laissé avec une décision extrêmement douloureuse. Il se peut que tu ne sois pas d'accord avec ma décision, mais c'est la seule façon dont je peux maintenir mon estime de moi. Les enfants ont exprimé leur souhait de garder la famille unie, mais jusqu'à hier soir, je ne vois pas comment nous pourrions continuer ensemble. » J'ai continué à parler, encore affecté. « Ta trahison a été dévastatrice, mais ce qui a le plus blessé, c'est la façon dont tu nous as traités au cours des 6 derniers mois. Quand j'ai découvert que tu t'étais déconnecté émotionnellement et que tu t'étais impliqué avec un autre homme, j'ai pensé au divorce, et au-delà de ma douleur, cela m'a mis en colère sur la façon dont cela a affecté Jacques. Si les circonstances avaient été inversées et que j'avais été infidèle, je suis certain que tu m'aurais déjà jeté. Malgré tout, je ressens toujours de l'amour pour toi et bien que te laisser me détruit, c'est la seule option que je vois pour sauver ma dignité. Après avoir exprimé mes sentiments, j'ai fait comprendre ma décision. Je ne peux pas continuer dans ce mariage sachant que tu as trahi ma confiance. Aussi difficile que cela soit, j'ai décidé de poursuivre le divorce. Bien qu'elle soit dévastée, elle a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je lui ai pardonné, mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Le processus de divorce a pris quelques mois et il n'y a pas eu de dispute. Nous avons divisé les biens équitablement et comme nos enfants étaient déjà adultes, il n'y a pas eu de problème de garde. Bien que je ne veuille pas entrer dans les détails, tout s'est déroulé assez bien. À son crédit, je dois dire qu'elle a toujours fait de la réunification de la famille une priorité. Bien que parfois Lisa traverse mon esprit, c'est à cause de l'amour que je ressens encore pour elle.
Nous restons en contact, et en général, tout le monde, y compris nos enfants, est passé à autre chose. Jacques s'est complètement remis et après des mois de physiothérapie, il a adopté l'habitude de faire de l'exercice régulièrement. Quant à ma vie amoureuse, je reste célibataire, mais je suis ouvert à ce que l'avenir me réserve. En ce qui concerne Danny, il a fait face aux conséquences de ses actions. Sa femme l'a rapidement quitté après avoir appris son infidélité et il a fini par vivre seul dans un petit studio. Ses tentatives de reconstruire sa vie n'ont pas duré, car sa réputation le précédait. J'ai appris sa situation par le biais de son ex-femme, qui s'est approchée pour partager ce qui s'était passé. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait, mais j'ai apprécié le geste. Une fois, j'ai lu que donner à quelqu'un une seconde chance, c'est comme lui donner une balle supplémentaire après avoir raté la première fois. J'espère que cette fois-ci, celui qui reçoit la seconde chance l'utilise sagement.